L'un des chantiers du moment du gouvernement, c'est la réforme de l'assurance chômage. Alors le système, il a été élargi aux indépendants et puis à certains commerçants, mais sous condition. On veut maintenant mieux contrôler ceux qui abusent du système d'indemnisation et en fait qui ne cherchent pas véritablement d'emploi. D'où la rencontre aujourd'hui avec les partenaires sociaux guère convaincus par ce qu'ils ont entendu ou plutôt écouté. Nous, on a toujours été contre les offres raisonnables d'emploi. Le principe d'offre raisonnable d'emploi, c'est du chantage à l'emploi. Ça a été organisé comme tel. Sauf qu'ils n'ont jamais réussi à le mettre en œuvre parce que Pôle emploi n'a pas les moyens de le faire. Ça demande beaucoup de conseillers pour obliger les gens à accepter des offres d'emploi dégradées. Là, visiblement, le gouvernement a l'air décidé à obliger les gens à accepter, y compris des CDD ou y compris des CDI à 25% de salaire en moins que le précédent salaire. Nous, on pense que les demandeurs d'emploi, ils méritent mieux. Ils ont les qualifications, ils ont un besoin d'accompagnement, par exemple, quand on est découragé, mais on n'a certainement pas besoin qu'on vous oblige à accepter des boulots de merde. Ça a au moins le mérite d'être clair. Vous obligez à accepter des boulots de merde, ou des boulots au rabais, ou des boulots pour lesquels vous n'avez pas été formé, ou des boulots qui se retrouvent à 20 ou 30 kilomètres de chez vous, ou des boulots qui sont moins payés que ce que vous pouviez toucher avec votre formation ou dans votre travail initial. Alors, c'est là où il faut bien comprendre quel est le but recherché par le gouvernement. Traquer les fraudeurs, c'est fait. C'est une bonne intention. Pouvoir traquer ceux qui profitent du système jusqu'au dernier moment en se disant tant que je peux toucher mes allocs sans retravailler, tant mieux. Mais moi, je voudrais savoir, est-ce qu'on sait précisément qui profite éventuellement du système? Est-ce qu'on a une idée du pourcentage, Thierry Arnaud? Non, on n'a pas d'idée du pourcentage, mais pour comprendre l'approche du gouvernement, il faut retourner à la campagne présidentielle. Et ce qu'avait dit à ce moment-là Emmanuel Macron, il avait proposé deux choses. Il avait dit, on va mettre en place une assurance chômage universelle, c'est-à-dire tous ceux qui sont sans emploi auront droit à des indemnités, quel que soit leur statut, ce qui n'est évidemment pas le cas aujourd'hui. Et comme ce concept-là est a priori plus généreux, la contrepartie, expliqua-t-il dans son programme présidentiel, de cette assurance chômage universelle, elle consiste à traquer ceux qui fraudent, ceux qui trichent de manière plus organisée et plus systématique, et aussi resserrer les conditions de ceux qui ne trichent pas forcément, mais qui en l'occurrence refusent les emplois qui leur sont proposés. D'où le débat que vous avez entendu, dont on vient de parler à l'instant, ça ce sont les principales mesures du dispositif qui a été annoncé aujourd'hui, sur ce qui est une offre d'emploi raisonnable. C'est pas une nouveauté de ce qui a été discuté aujourd'hui. Ça existait déjà. Ça existe déjà. C'est déjà dans le Code du travail. C'est d'ailleurs défini de manière assez précise sur c'est quoi une offre raisonnable, combien c'est payé, à quelle distance ça se trouve de mon lieu de résidence, est-ce que c'est plus ou moins rapproché des compétences qui sont les miennes aujourd'hui, etc. Mais si ça existe, ce qu'on constate, c'est que ça n'est pas appliqué en réalité. Et que les radiations... par manque de contrôle oui, parce que c'est assez peu contrôlé. Et même si c'est contrôlé, c'est assez peu appliqué. Il y a eu il y a eu, je crois, 77 radiations au total. C'est 0,01% des radiations totales à Pôle emploi. Laurent Neumann. D'abord, si on voulait appliquer la loi telle qu'elle existe aujourd'hui, pas telle qu'Emmanuel Macron voudrait la modifier, il faudra engager des milliers, vous entendez bien, des milliers d'agents à Pôle emploi. On ne le fera pas. Là, il y en a 400, on va passer à 600. Voilà, mais il faudra en engager sans doute 10 fois plus au minimum pour appliquer cette loi. Premier point. Deuxième point, quand vous avez une centaine de contrôles, grosso modo, ça conduit à une dizaine de radiations. Et sur cette dizaine de radiations, un tiers seulement sont des gens qui ont fraudé. Voilà, ça donne une idée de ce qu'est la fraude en France. Et pourquoi ? Parce que c'est pas le sujet. Le vrai sujet, il est ailleurs. C'est à quoi sert Pôle emploi ? Aujourd'hui, Pôle emploi, c'est devenu une caisse enregistreuse qui verse de l'argent à ceux qui sont au chômage. Et deuxièmement, c'est une agence publique qui contrôle un peu, mais avec très peu de moyens, on vient de le dire. Et enfin, c'est une agence qui fait plein de statistiques sur qui est au chômage, comment on retourne vers l'emploi, etc. Alors que le rôle de Pôle emploi, et ça, ce serait une vraie réforme, ce serait d'accompagner tous ceux qui sont en demande d'emploi vers le retour à l'emploi. Et c'est lié d'ailleurs à la fameuse réforme sur la formation professionnelle. Aujourd'hui, il y a une inadéquation entre 80% des chômeurs qui n'ont pas de formation et qui donc, par définition, ne peuvent pas retrouver un emploi, et le marché du travail. Donc c'est ça sur lequel
lesquels il faut travailler, contrôler les chômeurs, ok, vous trouverez... Surtout vous voulez les contrôler pour les pousser à retrouver le travail. Il faut les traquer, les fraudeurs, c'est très bien, mais c'est pas le sujet. Attendez. C'est pas le sujet. Moi, je voudrais juste mentionner qu'au Royaume-Uni, le taux de chômage est actuellement de 4,2% et c'est tolérance zéro, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle qui est extrêmement serré avec toutes les 2 semaines rencontre d'un conseiller. Ils doivent se présenter dès qu'ils sont convoqués. S'ils ont 10 minutes de retard, ils perdent leur allocation. En Allemagne, il y a un taux aussi de chômage qui est maintenant extrêmement bas, 3,6%. Et pareil, les chômeurs ont droit à 3 semaines de vacances par an, mais ils ne peuvent partir sans l'autorisation du conseiller et ils doivent se présenter à tous leurs rendez-vous, sinon leur versement des indemnités, voire la suppression de droits au chômage, etc. Ce que je veux dire par là, c'est le Figaro qui donne toutes ces informations et que je cite, c'est que ça fait partie aussi d'une lutte pour la baisse du chômage. C'est aussi une façon de ramener aussi les gens vers le travail. C'est une forme un peu autoritaire au sens obligation, mais il y a aussi une manière de faire rejoindre aussi les offres et les demandes. Et ça fait partie du travail des agences pour l'emploi. C'est logique. Une chose en Angleterre, si le taux de chômage est aussi bas, c'est parce que les allocations chômage ne durent que 6 mois. Au bout de 6 mois, vous n'avez pas trouvé de travail, c'est terminé, vous n'êtes plus calculé. Et là, il n'en est pas question. Alors ça, c'est très important parce que pendant la campagne, il était question de plafonner, et même sous François Hollande, il était question de plafonner les indemnités chômage. Et il n'en est plus question. Et ça, c'est vrai que ça faisait hurler tous les syndicats. Et ça posait un certain nombre de problèmes. Ça, c'est une question qui a été laissée de côté parce qu'elle était trop sensible. En revanche, on met des moyens sur le contrôle. Oui, mais on met des moyens pour arriver à 600 agents, c'est ça? 600 au lieu de 400 aujourd'hui. Voilà, donc 5 millions et demi de personnes inscrites à Pôle emploi, 3 millions et demi de chômeurs. Donc finalement, est-ce qu'on a les moyens de ces résultats, de se donner les résultats, de parvenir à ces résultats? Là, on est dans l'affichage. Et surtout que je regarde une statistique, alors qui date de 2015, c'est-à-dire que ceux qui attendent le plus longtemps en fait pour pouvoir retrouver un emploi, alors c'est pas de la fraude, c'est simplement une espèce de, et je mets des guillemets, confort, sont des cadres. C'est-à-dire ce sont ceux qui sont le mieux formés, qui disent, bon, après tout, j'ai cotisé, je peux attendre un peu, de toute façon, je sais que je retrouverai du travail au dernier moment ou le jour où je me déciderai. Et comme par hasard, ce sont ceux qui ont des gros salaires et donc qui sont au plafond des indemnités, c'est-à-dire c'est plafonné aux alentours de 6 000 € pour le maximum des indemnités. Et ceux-là, effectivement, qui sont à peu près sûrs de retrouver un travail, traînent un petit peu pour en retrouver parce qu'ils peuvent prendre le temps de faire autre chose. Alors si c'est pour monter une entreprise, très bien, pourquoi pas. Si c'est pour juste bénéficier pendant quelques mois, voire 2 ans de 6 000 € par mois, là c'est un problème. Et là il faut traquer ce type de fraude. Mais c'est déjà fait pour le coup. Donc on a cette réforme de l'assurance chômage. Et puis c'est l'un des chantiers en cours du gouvernement, parce qu'on vous en parle régulièrement dans The Interpol. Dieu sait qu'ils sont là quand même, ce qui est mis sur la table et sur lequel on travaille. Et ça fait déjà grogner les syndicats qui disent, de toute façon les mesures étaient déjà décidées. Alors c'est de la pseudo-concertation. Et Philippe Martinez, qui était chez vous il y a un moment, il dit décidément, et juste il y a moins d'1 heure, on est vraiment dans une espèce d'affichage. On nous fait croire qu'on nous écoute, et Édouard Philippe, Premier ministre, en parlera sûrement demain matin sur RMC BFM TV avec Jean-Jacques Bourdin, mais c'est de la poudre de perlimpinpin, pour reprendre une expression populaire et qu'aime bien le président de la République. Exemple, ce qui se passe à la SNCF. Exemple, ce qui a eu lieu sur la loi travail. Donc Philippe Martinez, pour ça, il dit, j'espère que finalement, on va un jour passer de la parole aux actes, qu'on arrête de nous faire croire que les partenaires sociaux sont là aussi pour apporter des propositions, parce que ce n'est pas le cas. J'espère que demain, Édouard Philippe dira on va éviter cette grève et on va discuter, mais librement, à partir de l'ensemble des propositions qui sont sur la table. Seul le gouvernement porte la responsabilité de ce qui risque d'arriver, puisque le premier jour de grève, c'est début avril, donc il est encore temps pour ceux qui se revendiquent du dialogue et de l'écoute, de changer d'avis et de prendre en compte les avis différents qui sont autour de la table. Sinon, c'est pas du dialogue, c'est pas de la concertation, c'est vous mettez au garde à vous et vous faites ce que je vous dis. Ça, c'est des méthodes qui sont pas très démocratiques. Ah, il a trouvé son angle d'attaque depuis quelques jours maintenant, Philippe Martinez. Moi, je suis venu la semaine dernière à Matignon, j'avais une proposition pour la SNCF, elles sont parties dans un tiroir. Voilà la méthode du gouvernement. Il ne faut pas s'étonner, c'est lui
c'est bel et bien le gouvernement qui choisit la confrontation, Ruth. Bon, mais chacun se renvoie la balle, évidemment, parce que la ministre des Transports, qui était sur ce plateau à l'annonce de la grève, a dit mais c'est quoi, c'est de la grève par anticipation, alors qu'on a 2 mois de concertation et la balle est dans leur camp, ils peuvent faire des propositions. Mais dans les propositions, les contre-propositions sur la SNCF, par exemple, c'est vrai que les positions semblent assez irréconciliables, parce qu'il part du principe que la concurrence ne doit pas être ouverte, alors que c'est le postulat de départ pour cette réforme, qu'il faut investir beaucoup plus, alors que l'État veut faire des économies, qu'il faut passer à 25% de la part du train dans tous les domaines, alors qu'en fait, c'est un autre plan. On est plutôt, encore une fois, dans une forme d'économie. Enfin, donc, c'est une posture aussi de la part de la CGT de dire on fait des contre-propositions. Oui, sauf que ça va au-delà de la SNCF, là, ce que dit Édouard Philippe. C'est vraiment parce que je dis c'est la fonction publique. Il regarde combien de départs à la retraite. Il regarde je regardais, on appelle ça maintenant la fracture territoriale publique, c'est-à-dire les villes qui peuvent bénéficier de pouvoirs publics et les territoires dans lesquels il faut prendre sa voiture, ne serait-ce que pour pouvoir avoir un rendez-vous avec un fonctionnaire. Donc c'est ça qu'il met en avant aussi. Oui, mais vous avez remarqué que ce qui est intéressant, c'est que Philippe Martinez, il ne conteste plus la nécessité de la réforme. Oui, il l'a répété plusieurs fois sur le plateau de Roux tout à l'heure. Il dit les réformes sont nécessaires et nous on est pour, parce qu'il sait bien qu'une grande majorité des Français pensent cela également. Et donc il déplace un peu la discussion. Il dit le sujet c'est pas est-ce qu'on réforme ou pas, c'est la méthode. La façon dont on s'y prend, et c'est là où il condamne ce qui est, de son point de vue, l'absence totale de dialogue. Assez irréconciliables, les positions disait Roux tout à l'heure, elles sont totalement irréconciliables en réalité. Et en réalité, lorsqu'il dit on nous présente un paquet qui est déjà assez largement ficelé, Philippe Martinez, il n'a pas totalement tort. Clairement, dans les semaines qui viennent, l'enjeu est considérable pour lui, pour les syndicats, pour le gouvernement bien sûr, mais pour les syndicats. Si là, la réforme passe relativement facilement, relativement tranquillement et selon des lignes qui sont à peu près conformes à ce que le gouvernement a mis sur la table, ça va être compliqué quand même pour la suite de montrer que les syndicats ont encore les muscles nécessaires pour peser sur le cours de réforme comme celle-là. Bien sûr, mais je dis, on n'est pas dans la grève de la SNCF. On est d'accord, voilà. En fait, il y en a dans 2 grèves. Oui. Il y a une journée de mobilisation. Voilà. Il y a une journée de mobilisation sur la le 22 mars sur la fonction publique à laquelle s'associe la SNCF. Et ensuite, à partir du 3 avril, on commence des grèves qui sont un peu intermittentes. Ça va durer jusqu'à la fin du mois de mai, début du mois de juin. Et ce seront des grèves qui seront évidemment calculées pour avoir l'impact le plus fort. Je ne vous fais pas de dessin. On va rentrer dans la saison du printemps. Il y a tout un tas de ponts. Les gens vont beaucoup voyager, etc. Donc c'est comme ça que la grève de la SNCF est conçue. Mais je dis bien, on vient défendre la fonction publique, Laurent Neumann. Il y a une course de vitesse qui est engagée entre les syndicats d'un côté et le gouvernement pour savoir qui va hériter du mistigris de l'impopularité. Est-ce que ce sont les syndicats qui ont décidé déjà une journée de mobilisation ce jeudi et même une grève qu'on appelle en pointillé par intermittence pendant 3 mois, pardonnez-moi pour l'usager, c'est la théorie de l'emmerdement maximum pendant 3 mois. Est-ce que ce sont les syndicats qui vont hériter du mistigris de l'impopularité ou le gouvernement qui n'entend pas et qui fait semblant de se concerter alors qu'il a déjà tout décidé. Deuxième point, pour que cette réforme de la SNCF elle soit populaire, il faut arrêter de dire, et ça c'est un message au gouvernement, il faut arrêter de dire qu'on fait cette réforme juste parce qu'il y a l'ouverture à la concurrence, juste parce qu'il y a une dette de 46 milliards, pardon, c'est pas très sexy comme réforme. On fait une réforme pour faire plaisir aux usagers si on leur dit, 1, on va protéger la cohésion des territoires et les petites lignes, les petites gares, 2, on va améliorer la qualité du service public, 3, on va mettre beaucoup d'argent sur la table pour rénover les trains du quotidien, et bien là, tout à coup, vous aurez toute l'opinion publique avec vous. Or, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Et je pense qu'il y a un déficit de pédagogie sur cette réforme, dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle est indispensable. On n'en comprend pas l'utilité pour le moment parce qu'on ne parle que d'argent. Voilà. Et ça, les syndicats l'ont bien compris. Donc, qui va être le plus impopulaire ? Ça va se jouer. Ça commence jeudi. On va voir s'il y a du monde dans la rue et qui l'emporte. En tout cas, au gouvernement, pas question de baisser la cadence. C'est ce qu'a encore dit Édouard Philippe, le Premier ministre, hier lors du séminaire du gouvernement. Alors, tenue des contracts, mais le ton l'était moins. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent s'il faut accélérer le rythme des réformes, ralentir le rythme des réformes. C'est une question que je ne me pose pas. La question qui me semble la plus importante, c'est celle des effets pour les Français de ces réformes et de faire en sorte que ce sur quoi s'est engagé le président de la République pendant sa campagne, ce qui est au cœur
la majorité parlementaire, puisse être mis en œuvre de façon effective, de façon précise, de façon efficace, car, encore une fois, ce qu'attendent les Français, et ils ont raison, ce sont des résultats. Ah oui, mais il faut réexpliquer aussi les réformes, la méthode, pourquoi tous ces chantiers, pourquoi maintenant, quand est-ce qu'on verra les résultats, parce que la SNCF, on disait à l'instant, les trains du quotidien ou le chômage, pour le moment, ils sont pas probants les résultats à route. Et puis la SNCF, les investissements, c'est pas après-demain qu'on va les voir, quoi. Non, mais il y a, je pense, dans la conception du gouvernement, à part, il y a l'application du programme, il y a aussi le fait qu'on est entre deux élections, enfin, on a un espace-temps dans lequel on peut faire passer des choses, y compris des choses impopulaires ou difficiles, et que donc c'est une course contre le temps, effectivement, parce qu'il faut faire avancer et qu'il faut avancer le maximum de choses pour aussi avoir des résultats avant 2022 pour la prochaine présidentielle, pas seulement pour être élu, mais pour montrer qu'une action politique, ça a un effet sur la vie des gens. Et un peu pour être élu aussi à la prochaine présidentielle. Mais il y a suffisamment de pédagogie, il y a suffisamment d'explications. Très franchement, non. Honnêtement, non. Honnêtement, non. Il n'y a pas assez d'explications, il n'y a pas assez de pédagogie. Sur la SNCF, il n'y a pas sur un certain nombre de réformes. Il n'y a pas assez. Il y a une tentative, mais il n'y a pas. Par exemple, sur la SNCF, je suis d'accord avec Laurent. Il faut nous expliquer pourquoi c'est bon pour nous. Les gens qui utilisent les trains, qui vont monter dans un train, et pas seulement pour la SNCF ou pour l'État. C'est aussi pour nous. Donc, etc. Il faut aussi parler aux gens et leur expliquer vraiment. Parce que là, je regardais, Thierry, Laurent Roux, d'ici fin mai, en Conseil des ministres, projet de loi contre les violences sexuelles, fraude fiscale, logement, la réforme de la justice, les parcours professionnels, la croissance des entreprises. Ça en fait là des chantiers. Vous en avez oublié plein. Hein. Oui. Vous avez oublié la loi asile-immigration, la réforme constitutionnelle, la SNCF, les 80 km/h, la loi pénale, la réforme des retraites qui va venir après. Moi, j'en ai compté 12 ou 13, vous voyez. Donc, pour le coup, il faut. La question, c'est pas, pardon, Thierry, mais c'est pas le rythme des réformes. C'est très bien qu'on réforme. Si c'est pour le bien de tous, si c'est pour le bien commun, vive les réformes. La question, c'est quel est le contenu de ces réformes et pour quels résultats. Je vais vous prendre juste un exemple. Vous vous souvenez de la loi Macron qui a tant fracturé la gauche ? Aujourd'hui, l'Europe nous dit, grosso modo, l'impact 2 ans après, c'est 0,05% de croissance en France. Pour attendre plus d'impact, il faudra encore attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. La SNCF, la formation, l'apprentissage, ce sont des réformes qui porteront leurs fruits dans de nombreuses années. C'est pas une raison pour ne pas les lancer, justement, bien sûr, parce qu'il faut du temps. Mais pour ça, puisqu'on ne peut pas arguer des résultats qui viendront loin, il faut faire de la pédagogie. Et pour le moment, elle est insuffisante sur plein de sujets. Puisque vous me parlez de réforme, il en est une aussi qui risque de braquer une partie de la majorité, sans compter l'opposition, c'est la réforme institutionnelle. Et là, Édouard Philippe, il remettait déjà des propositions, un rapport, puisqu'il dit qu'il a beaucoup écouté, beaucoup consulté. Il le remettait au président de la République. C'était aujourd'hui à l'Élysée, c'est Thomas Soulier qui y était pour BFM TV. C'est une réforme qui vire à l'affrontement et au casse-tête. En coulisses, il y a au moins 2 sujets principaux qui tendent les négociations. D'abord, le taux de proportionnel pour les élections législatives. Le Premier ministre a donné une fourchette entre 10 et 25%. 25%, c'est le taux voulu par François Bayrou, c'est-à-dire au moins un député sur 4 élu à la proportionnelle à l'Assemblée. Et puis 10%, c'est le taux maximum acceptable par le patron du Sénat, Gérard Larcher, taux voulu également par beaucoup de députés macronistes. Emmanuel Macron va devoir se fâcher avec l'une ou l'autre parti. Deuxième sujet de tension, c'est la réduction du nombre de parlementaires. Et là encore, le Premier ministre a donné une fourchette entre 1/4 et 1/3 de députés et de sénateurs en moins. Et là encore, le président du Sénat a fixé une ligne rouge qu'il y ait au moins un sénateur par département. En cas de blocage du Sénat, le président a déjà prévu un plan B, un vote par référendum. Thierry, c'est très technique. Est-ce que c'est éloigné des Français? C'est important, cette réforme des institutions? Alors là encore, pour reprendre la thématique du soir, il faudra faire de la pédagogie. Mais non, en gros, ce que les Français sauront entendre, c'est qu'il y aura moins de parlementaires. Si on prend l'exemple de l'Assemblée nationale, il y a aujourd'hui 577 députés. Vous en enlevez 1/3. En gros, vous arrivez à 400. Donc ça, les gens peuvent comprendre et globalement soutenir. Tous les candidats, vous aurez remarqué, les principaux candidats à l'élection présidentielle,
proposait une réduction du nombre de parlementaires. Donc ce point-là, il sera relativement consensuel, il ne va pas poser de grandes difficultés à la nuance près qu'évoquait Thomas Soulier à l'instant. C'est au Sénat comment faire en sorte qu'il y ait toujours au moins un sénateur par département. Ensuite, il y a l'histoire du mode de scrutin, où là les choses se compliquent un petit peu. C'est-à-dire quelle dose de proportionnel on introduit. Ça sera aux alentours de 10%, peut-être un peu plus. Vous enlevez 577 députés, vous enlevez un tiers, il vous en reste 400. Vous dites 12-13% de proportionnel, c'est vers ça qu'on s'achemine. Ça veut dire qu'il y aura une cinquantaine de députés élus à la proportionnelle. Ensuite, il reste deux sujets extrêmement délicats à trancher. Le premier, c'est celui qui fait l'objet d'une tension entre le président du Sénat, Gérard Larcher, et Emmanuel Macron, le président de la République. C'est le cumul des mandats dans le temps. Emmanuel Macron dit pas plus de 3 mandats successifs. Après, on arrête. Le président du Sénat, lui, est plutôt hostile à ce système et il dit c'est la démocratie. Tant que les gens sont prêts à voter pour vous, il n'y a pas de raison de les en empêcher. Donc ça, c'est un sujet qui va véritablement beaucoup animer la discussion entre les deux. Et il y a un autre sujet qui, pour le coup, est plus technique, mais qui est quand même très important, qui concerne les amendements. Il y a dans ce projet de réforme de la Constitution la volonté de rendre le travail parlementaire plus rapide, plus efficace, et donc qu'on ne dépose pas des amendements à tort et à travers. En tout cas, c'est comme ça que les partisans de cette réforme la présentent, et donc de limiter la capacité pour les groupes d'opposition en particulier de déposer des amendements systématiquement sur chaque texte de loi. Et là, c'est le fonctionnement de la démocratie qui est quand même un peu mise en cause. Et ça, c'est un sujet un peu compliqué, un peu technique, mais qui devrait donner lieu à des discussions assez animées dans les semaines qui viennent. Non, il est assez compréhensible. Ils veulent réduire le nombre d'amendements au prorata de la représentation des groupes. C'est-à-dire, si vous êtes un petit groupe, vous avez un petit nombre d'amendements. Si vous êtes majoritaire, vous avez le droit à beaucoup d'amendements. C'est vrai que déjà François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, y est opposé. Donc c'est pas quelque chose qui, à mon avis, va avoir une longue vie. Ça, c'est pas là-dessus. Je pense que c'est un peu un chiffon rouge qui peut disparaître. C'est un leurre lancé. La vérité, c'est plutôt les autres thèmes. On n'en est qu'au début des discussions et des tractations concernant cette réforme. La question, c'est de savoir s'il peut y avoir un référendum. Voilà. Et ça, c'est une question importante. On va regarder comment vous avez réagi ce soir. Twitter à votre disposition et bien sûr la réforme de l'assurance chômage. Alternance CDD et période de chômage entre 2000 et 2013. Pour l'emploi, proposé 0 offre d'emploi. Avant de parler d'offres raisonnables d'emploi, il faudrait qu'il y ait offre tout court, nous dit-on. 400 postes de contrôleurs Pôle emploi, sont des offres d'emploi raisonnables? Si oui, on pourrait créer 300 postes de contrôleurs des contrôleurs Pôle emploi. En poussant le raisonnement, à la fin, il n'y aurait plus de chômeurs. Vous me suivez? Raisonnement par l'absurde. Ce ne sont pas des créations de postes en l'occurrence. C'est 200 postes qui vont être redéployés à l'intérieur de... Au moment où la grogne sociale s'organise, comment ne pas s'étonner de l'assourdissant silence de Jean-Luc Mélenchon? J'ai l'impression qu'il a retenu la leçon de ce qui s'était passé dans les grèves précédentes au moment de la réforme de la loi travail. Pour fêter le premier anniversaire d'Emmanuel Macron. Au moment où pendant un week-end. J'ai pas vu le petit dernier, si vous pouviez me le remettre, parce que nous n'avons pas eu le temps de lire. C'est bien connu, la dictature, c'est ferme ta gueule. La démocratie, c'est cause toujours. Il me semblait l'avoir entendu il y a quelques années. Dans un instant, on se retrouve pour le 20h30 live et nous reviendrons sur une audition aujourd'hui, celle de Nordal Lelandais, le suspect numéro 1 dans l'affaire d'enlèvement du meurtre de Maëlys. Il était passé à des aveux partiels, il est retourné devant le juge aujourd'hui.